RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, nous recevons Marine Tondelier, bonsoir, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, on ne dit plus Europe Écologie Les Verts, c'est ça? On dit maintenant. Vous pouvez le dire si vous voulez, vous pouvez même encore nous appeler Les Verts, ouais. mais le nom officiel maintenant, c'est les écologistes. Les écologistes, c'est ça. Tout ça est quand même synonyme, vous inquiétez pas. Tout à fait. Les sondages ne sont pas très encourageants pour la liste de Marie Toussaint. Alors, Marie Toussaint, c'est la tête de liste. Oui, Marine Tondelier, c'est moi, je suis la chef du parti. Normalement, je devrais Nous les sommes retrouver. très proches et très alignés, il n'y a pas de problème, ça n'offense personne si vous voulez. La liste de Marie Toussaint, donc aux élections européennes, elle est créditée de 6 à 8%, donc à égalité ou pas, selon les sondages, derrière la liste de la France Insoumise, loin de la liste du Parti Socialiste Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann, qui est environ à 13%, et lui-même très loin derrière la liste du RN, emmené par Jordan Bardella, 30, voire un peu plus, 32% même. Et vous avez oublié La République En Marche entre les qui deux, est mais alors autour tout de le 16, monde a envie de les oublier, donc je vous entre comprends. 17, 18, 19. Les élections européennes ont pourtant souvent été des scrutins dans lesquels les écologistes réalisaient d'assez bonnes performances, parfois même de très bonnes performances. Comment vous expliquez que ça se présente finalement assez mal? Est-ce que c'est une campagne qui ne prend pas? Est-ce que c'est un désintérêt pour les questions environnementales? Ou est-ce que c'est la prédominance d'autres sujets qui sont considérés par les Français comme plus importants, plus prioritaires? J'ai envie de vous dire que forcément, il y a plein de raisons, mais ce que je veux commencer par vous dire, c'est que les bookmakers, les sondages, ne font pas l'élection. On est encore quand même assez loin. On le dit à chaque élection, mais c'est souvent vrai. On le dit assez loin du 9 juin. Mais ce qui est difficile quand même, c'est que pendant toute la campagne, on dit les sondages, comme s'il fallait faire campagne les yeux rivés sur les sondages. Il faut plutôt faire, à mon avis, campagne les yeux rivés sur notre sujet. Et nous, en tant que Europe Écologie Les Verts, les écologistes, on veut vous parler d'Europe et on veut vous parler d'écologie. Mais j'entends que tout est fait dans cette campagne pour qu'on parle d'autre chose. Je donne quand même un exemple. Yannick Jadot, en 2019, le matin de l'élection, les sondeurs le donnent encore à 6,5. Le soir, au moment des résultats, donc là, c'est plus des sondages, c'est les résultats, c'est ce que les gens ont voté, il était à plus de 13,5 en une journée. Et tous les sondeurs nous appelaient en disant « Excusez-nous, on n'avait pas prévu, etc. » Ben oui, mais du coup, quand toute la campagne, on vous a dit « Vous êtes assis, vous ne progressez pas, avec le soir, vous êtes à 13,5 », vous dites « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc j'alerte sur le fait que les sondages ne font pas l'élection. Et moi, je ne crois pas dans la démocratie des sondages. Deuxièmement... Il vaut mieux donner à moins, ça évite les excès de confiance. Oui, alors les écologistes ont rarement d'excès de confiance et je pense qu'on est plutôt connus pour le coup pour notre lucidité. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit nous qui soyons concernés par l'excès de confiance. Ensuite, sur les sujets qui font le fond de cette élection, vous avez raison, en 2019, on ne parlait que de climat, quasiment. Aujourd'hui, on sort de mois de débats sur la loi immigration en France. Et là, encore aujourd'hui, nous sommes dans un débat sur asile et immigration au niveau européen qui dure là aussi depuis des mois. On va en parler, mais on a aussi beaucoup parlé d'agriculture ces dernières semaines. Évidemment, mais surtout, vous voyez, ce qui est dur en tant qu'écologiste, c'est que je me dis, mais en 2019, évidemment que le climat, c'était important, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais aujourd'hui, c'est encore plus urgent et encore plus important. On était samedi 6 avril, ce week-end. On était le 6 avril. On a enregistré la journée la plus chaude en France, de manière générale. Jamais enregistrée avant un 15 avril de l'histoire des relevés météorologiques. Jamais on n'avait connu ça. Le problème, c'est que ce n'est pas un record comme ça. C'est que déjà, quand on regarde tout le début de l'année, c'est aussi le début de l'année le plus chaud qu'on ait jamais connu. Et quand on regarde les 12 derniers mois, un par un, janvier, février, mars, avril, un par un, chaque mois était lui-même un record par rapport à tous les mois de janvier, tous les mois de février, tous les mois de mars, jamais connu. Et donc, on est à un moment où le défi climatique, c'est le défi le plus immense que l'humanité n'ait jamais eu à affronter. Jamais. On est à un moment où les enfants qui naissent en 2024, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans, l'année de leurs 30 ans, pour leur anniversaire. Et quand on voit tout ça, c'est vrai que c'est un peu désespérant de voir tous les artifices, tous les subterfuges qui sont utilisés pour qu'on débatte de tout sauf de ça. Il se trouve que cette bataille-là, la bataille du climat, n'éclipse pas tous les autres sujets. Moi, je suis une écologiste qui me bat pour tous les sujets du quotidien, mais aussi pour les sujets du lendemain. Mais si on ne combat pas pour ce sujet du lendemain, et si on perd cette bataille du climat, alors
on se sera battu pour rien sur tous les autres sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Cette bataille, elle prédétermine tous les autres combats. Donc c'est pour moi très important de le souligner d'entrée de jeu puisque vous m'y invitiez. Pour finir sur la campagne de Marie Toussaint, est-ce qu'elle n'est pas en cause personnellement sa campagne, puisque dans le dernier sondage Harris Interactive, seuls 50% des sympathisants écologistes ont une bonne image de leur candidate. C'est le taux le plus bas de tous les candidats. Alors la première chose que je voulais vous dire, on n'est jamais en cause personnellement quand on est candidat, c'est un peu facile. Moi, je connais plein de gens pour qui, quand c'est la victoire, c'est la victoire de ceux que ça les arrange, et quand c'est la défaite, c'est les autres. On gagne ensemble et on perd ensemble. Je vous le dis en tant que chef de parti, je vous le dis en tant qu'écologiste, je vous le dis en tant que femme politique. Les petits débats sur c'est de la faute de qui, etc., pourquoi ça rame. Ouais. Bon, quand c'est pour gagner, tout le monde revendique la victoire. Hein. Quand c'est pour des sondages moins encourageants, c'est de la faute de personne. Donc moi, je vous le dis, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et pour l'instant, on n'a ni gagné ni perdu. Nous sommes en campagne, très unis derrière Marie Toussaint. Et je vais vous dire une deuxième chose qui m'énerve, puisque là aussi, vous ne m'énervez pas, vous directement, mais vous posez une question qui m'agace un peu. C'est Marie Toussaint, elle n'est pas assez connue, etc. Je ne vous l'ai pas dit. Hein, je vais vous dire une chose. À longueur de semaines, à longueur d'années, on nous explique qu'il y en a marre en politique que ce soit toujours les mêmes, qu'il faut des nouveaux, qu'il faut plus de jeunes, qu'il faut plus de femmes, qu'il faut des personnes qui n'ont pas fait de la politique toute leur vie. Et quand on met exactement une jeune femme qui n'a pas fait que de la politique toute sa vie, puisqu'elle est juriste environnementale, qu'elle a fait les marches climat, qu'elle a fait l'affaire du siècle, etc., on dit « Ah, bah, elle n'est pas assez connue. » Bah oui, les gars. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'il faudrait faire en fait ce que les gens dénoncent, c'est-à-dire mettre toute la personne tout le temps à la même élection. Des gens qui cumulent la vie, les mandats. C'est pas le parti pris des écolos. Et moi, je vous dis, une campagne électorale, c'est une rencontre entre les Français et des candidats. Il y en a plein qu'on connaît déjà, qui nous réservent plus trop de secrets, dans les bons et les mauvais côtés. Marie Toussaint promet pour moi une très belle rencontre entre les électeurs et elle. Ils vont apprendre à la connaître, son parcours, ce qui fait sa différence, sa singularité, mais surtout ce qui fait sa force, des convictions écologistes inébranlable, une constance dans ses combats et une personne qui, sur le plan humain, ce qui compte aussi en politique, est exceptionnelle. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, un texte très important va être soumis au vote demain au Parlement européen. Il s'agit du pacte sur l'asile et l'immigration. C'est un texte très dense qui a fait l'objet de 4 ans de discussion. Les eurodéputés écologistes voteront contre. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce texte? Est-ce que vous pensez qu'il est trop sévère à l'endroit de la migration? Écoutez, si vous voulez que je vous explique tout ce qui ne va pas dans ce texte, il faudra m'inviter pour une édition spéciale. On prendra plusieurs heures pour en débattre. Je vous donne un détail. Là, j'ai appris, en travaillant ce sujet pour venir à cette émission, qu'on allait ficher de manière biométrique les enfants qui sont concernés. Pas juste à partir de 14 ans, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle. Moi, je suis... Pour les mineurs qui sont accompagnés. Pour les mineurs non accompagnés, c'est autre chose. Moi, je ne vais pas faire semblant d'être spécialiste du sujet. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais je suis une militante écologiste et il se trouve que j'habite dans le Pas-de-Calais. À Hénin-Beaumont, vous le savez, là où je suis élue, mais que je me suis beaucoup déplacée. J'ai été beaucoup donner des coups de main à Calais, vivre des drames là-bas, aller me recueillir aussi quand c'était vraiment très dur, donc on avait besoin d'être ensemble. Ce qui se passe en mer du Nord, ce qui se passe en Méditerranée est une honte absolue. Absolue. L'Europe essaye de se dresser en forteresse. On dépense des sommes folles pour assurer la protection de nos frontières qui resteront des passoires. Vous voulez bien les frontières de l'Europe, comme vous voulez qu'on protège toutes les frontières de l'Europe. Et surtout, si on n'adresse pas le sujet de base, le sujet pour lequel les gens quittent leur pays, la guerre, les inégalités terribles, le climat, évidemment, puisque de plus en plus, on aura des réfugiés climatiques. Vous pourrez voter tous les pactes asile-immigration que vous voulez, mettre en place toutes les mesures sécuritaires que vous voulez et mettre des avions de Frontex et des bateaux en Méditerranée, dans la Manche, pour les traquer. Vous n'enlèverez jamais à un homme, à une femme, à une famille, à des enfants, le besoin vital de quitter leur pays, quand c'est ça ou la mort. Moi, je vais vous dire, je me suis adressée à des jeunes. Je me rappelle, une nuit, il y avait un naufrage terrible, beaucoup de morts. On fait une veillée à Calais qui est terrible. Moi, je me rappelle faire l'aller-retour en voiture, en pleurant tout l'aller, en pleurant tout le retour. Et voir un jeune, c'était au mois de novembre, donc c'était très dangereux à ce moment de traverser. Il y a ce drame. Et il y a un jeune qui m'explique en anglais qui s'apprête à retraverser. Je lui disais, mais... Moi, j'avais hyper peur. Je disais, mais tu vois bien. Il me disait, mais de toute façon, moi, si je reste ici, je vais mourir. Un hiver à Calais de plus, je meurs. C'était au moment où Darmanin ordonnait de lacérer les tentes, de traquer les gens dans les moindres recoins de la ville et de ses environs. Et donc, vous voyez, ça, on ne leur enlèvera jamais. Et donc, à un moment, tout ce qu'on peut faire comme politique, c'est avoir de l'humanité. Et quand même l'humanité, on ne l'a plus, alors je ne sais pas où on va. Il ne nous reste pas un temps fou. Je voudrais qu'on aborde plusieurs sujets, et notamment la lutte contre la pauvreté, dont Marie Toussaint, tête de liste donc, des écologistes, veut faire l'un de ses sujets forts pendant cette campagne. Elle affirme
affirme, et les chiffres d'Eurostat, qui est l'Institut de statistique de l'Union européenne, le confirment, à peu de choses près en tout cas. Elle affirme que presque 100 millions d'Européens sont menacés de précarité. En quoi l'Union européenne, en quoi le niveau européen pourrait-il agir efficacement contre ce problème ? Alors, tout d'abord, le chiffre est vrai, il a été c'est confirmé, 95, c'est par Eurostat, donc si vous voulez, c'est des chiffres très sérieux. 95 millions d'Européens sont menacés de précarité, d'exclus sociale. C'est 21,6% des Européens, et ne croyons pas que c'est des pays qui seraient moins bien que la France. La France est pile dans cette moyenne. 21% des Français sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. L'Allemagne n'en est pas très loin non plus de la moyenne. Alors, nous avons fait des choses. Et moi, je suis extrêmement fière du débat, du bilan de nos députés européens. Mounir Satouri, qui est député européen, s'est notamment battu et a gagné pour instaurer une directive sur un salaire minimum européen, par exemple. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on ferait si on était plus fort dans le mandat d'après. Notamment ce que propose Marie Toussaint. Vous savez qu'elle a un gros parcours sur le sujet. Elle vient d'une famille très militante chez ATD Quart Monde. C'est des sujets qu'elle maîtrise personnellement, sur lesquels elle est très convaincue depuis longtemps. Elle propose un droit de veto social. C'est-à-dire qu'on prendrait 10 ou 20% des Européens les plus pauvres et qu'on se dirait toute mesure qui va à leur encontre. Alors on peut mettre un droit de veto par une autorité indépendante qui sera un peu comme le défenseur des droits en France. Et l'Europe n'aurait pas le droit de mettre en place des mesures qui seraient défavorables à ces personnes-là. C'est une mesure qui est simple, qui est efficace, qui est très courageuse et qui a le mérite d'être concrète, contrairement à beaucoup de choses que j'entends dans beaucoup de listes où je ne comprends jamais vraiment ce qu'ils racontent et comment ils vont faire. Ça, c'est pour le coup sur la table depuis longtemps. Il n'y a que Marie Toussaint qui le propose. Ça me paraît assez clair. Vous avez obtenu, il y a quelques jours, les écologistes, le vote d'un texte à l'Assemblée nationale sur ce que l'on appelle les polluants éternels. Mais cette victoire a tout de même un goût un peu amer parce qu'il y a une catégorie de produits, notamment tout ce qui concerne les outils, les ustensiles de cuisine qui a été laissé de côté. C'est bien dommage. Et ça vous met très en colère ? La justification, c'est que ça mettait des emplois en péril. Je ne suis pas en colère juste contre les poils Tefal. Je suis en colère parce que ce sujet, depuis les années 40, on met des PFAS, des polluants éternels. Le mot scientifique, c'est des polyfluoralkylés. Ce sont des molécules de carbone fluor qui sont anti-adhésives, imperméables et qui résistent aux fortes chaleurs. Donc on en a mis partout. Les vêtements, les emballages alimentaires, nos cosmétiques. On appelle communément le téflon, quoi, c'est ça. Il y a plein de substances. Il y a 5000 sortes différentes de PFAS. Le problème, c'est qu'elles se retrouvent maintenant partout dans l'organisme, qu'elles sont très persistantes, d'où le nom de polluants éternels, et que quand on teste les Français, Santé publique France l'a fait, ils ont retrouvé, vous savez dans combien de pourcents de Français ils ont retrouvé dans l'organisme des PFAS ? Chez 100% des Français. Ça a le mérite d'être clair. Et le souci, c'est pas juste que c'est dans notre organisme, c'est que c'est très toxique. Problèmes endocriniens, cardiovasculaires, cancer, problèmes de fertilité, de croissance, je vous passe les détails. Mais la cause avance, là. La cause avance parce qu'on se bat quand même un peu seul contre le vent. Ça fait des dizaines d'années que le sujet est sur la table. Ça fait des années que les autorités sanitaires tirent l'alarme. Et c'est parce qu'un écologiste, Nicolas Thierry, député de Gironde, que je salue vraiment pour son courage, le porte, qu'il n'arrive pas juste à le porter seul, mais à fédérer autour de lui la société civile écolo. Et Camille Etienne a notamment beaucoup fait à nos côtés pour soutenir ce texte, qui va faire des tests, y compris dans les cheveux de personnalité, Nagui, etc. Qu'on va tester l'eau du robinet nous-mêmes, à nos frais, dans plein de communes de France pour montrer qu'il y en a partout, qu'on arrive à cette victoire, puisque l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ont fini par le voter. Certes, c'est très dommage pour l'article 5, ce n'est pour moi que partie remise, parce que vous savez, rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, et plus les Français vont entendre parler de ce sujet, moins ils vont tolérer d'acheter des produits avec des PFAS dedans. Moi, je vous le dis, j'étais à l'époque, je travaillais au Sénat sur le bisphénol A, on nous expliquait, c'est pas possible, ça coûte trop cher, on n'y arrivera jamais, puis en fait, loi adoptée ou pas, les mamans et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, moi, j'achète plus jamais de biberon avec du bisphénol A. Et donc, les fabricants d'eux-mêmes se sont dit à dire, en grand, sans bisphénol A sur leur biberon, ce qu'ils arrivaient soi-disant jamais à faire 6 mois avant. Tout d'un coup, ils le faisaient pour des raisons commerciales. Donc, je ne suis pas inquiète là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on dise la vérité aux Français, que ce texte n'arrête pas à l'Assemblée, mais aille au Sénat, continue sa navette et surtout qu'il entre en vigueur très rapidement. L'exercice va être compliqué parce que je vais vous demander une réponse très brève, mais pour la première fois, la CDEH a condamné un pays, en l'occurrence la Suisse, pour inaction climatique. Une plainte contre la France, en revanche, n'a pas été retenue. Est-ce que ça veut dire que la France n'est finalement pas si... non, passe pas à ce point à côté de tout? Alors absolument pas. La France est déjà condamnée pour inaction climatique par la justice française. Oui. Comme ça, c'est clair. Là, la plainte n'a pas été jugée recevable pour des questions de forme. La plainte suisse, elle est hyper importante. C'est des femmes qui la portent, des femmes aînées, un collectif de femmes qui gagnent. Deuxièmement, pourquoi c'est important ? C'est pas la justice française ou d'autres justices qui ont déjà jugé ça. C'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui disent que l'inaction climatique, elle est contraire aux droits de l'homme.
Ouais. Et ça, c'est une première. Ça veut dire que ça nous promet de nombreux autres contentieux derrière, et peut-être, espérons-le, de l'action. Ce qui suffit, c'est pas de gagner en justice, c'est que le vivant gagne. C'est ça notre défi des écolos. Marine et n'oubliez pas de Tondelier. voter le 9 juin, le bulletin vert, évidemment, comme Merci Marine Tondelier, Merci très à bonne vous. soirée. Et merci à Flore, Simon et Sigrid Azerwal qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bonsoir.